En fait, toi, tu veux des mots-clés où on dit vraiment ce qu'on pense du truc, alors que bon, moi j'aime bien jouer le mystère, tu vois. Ouais. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine, avec mes acolytes, on fait le point sur l'actu ciné en se penchant sur la sortie du moment, que ce soit en salle ou sur les plateformes de streaming. Avec moi aujourd'hui pour cet épisode, j'ai le plaisir de retrouver Julien. Bonjour Clément, ça va ? Ça va, merci. Et toi ? Bah ouais, ça roule. Et Stéphane. Salut Clémence. Et puis à la technique, c'est toujours Alain. Salut Clémence. Et la tech s'est occupée de l'habillage sonore. Cette semaine, on vous parle de Soul, le tout dernier Pixar sorti sur Disney+ le 25 décembre. Soul, c'est l'histoire de Joe Gardner, musicien passionné de jazz. Joe donne des cours dans un collège new-yorkais en espérant décrocher une place sur scène. Le jour où il a enfin la possibilité de jouer dans un des plus grands clubs de jazz new-yorkais, pas de bol, son âme se retrouve séparée de son corps. Il atterrit au You Seminar, un drôle de centre où les âmes se développent et forgent leur personnalité avant de descendre s'incarner sur Terre. Là-bas, Joe va rencontrer 22, une âme récalcitrante et qui ne voit pas du tout l'intérêt de rester dans la vie humaine. Joe va tout essayer pour lui montrer à quel point l'existence est formidable. Alors, je ne vais pas en dire plus pour l'instant, on va laisser ça aux chroniqueurs. Soul devait sortir initialement le 19 juin 2020 aux États-Unis. Et puis, Covid oblige, la sortie a été repoussée en novembre. Et finalement, le film est donc disponible depuis ce 25 décembre sur Disney+. Alors, les garçons, qu'est-ce que vous en pensez ? On va commencer avec la critique express. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi ? Je me prépare jamais en fait à ce truc. Clémence, tu m'as ambition. C'est beau, c'est un beau mot. Ambition. Voilà. Ouais, moi je vais dire concept parce que tu vois, c'est pareil. En fait, moi je m'y prépare en général, mais celui-là j'ai pas eu le temps. Donc, j'ai pas trouvé surtout. T'en es vraiment nul. Ah ouais, concept. Non, mais bon, on peut, on développe concept, derrière. Ambition, très bien. Ça sert de bon point de départ. Et du coup, c'est parti. Alors, concept, ambition. Qu'est-ce que tu mettais, Julien, derrière ce mot ambition ? Tout simplement ce que ça veut dire, ce que ça signifie, c'est-à-dire que c'est un film qui, en fait, à plusieurs titres, c'est-à-dire évidemment dans ce que le film propose, c'est-à-dire que c'est littéralement un film sur le sens de la vie, mais aussi parce que c'est un film qui suit vice-versa. Et je pense que c'est important de le notifier en fait, parce que pour moi, enfin ça c'est peut-être un peu plus personnel, mais vice versa, pour moi c'est un des plus grands films, c'est un des plus grands films tout court en fait que j'ai vu. C'est un film, je trouve, énorme, monumental. Et je pense que à chaque fois, quand un cinéaste arrive à ce point-là de maîtrise de son art, c'est toujours très compliqué en fait de suivre avec un autre film. Et elle est là aussi l'ambition, c'est-à-dire que comment tu te positionnes vis-à-vis de ça et vis-à-vis de ce que tu as déjà fait par le passé, et tu peux pas et là en fait Pete Docter il a décidé de continuer sur la lancée un peu. Enfin, c'est comme ça moi que je le ressens, c'est-à-dire que j'ai du mal à détacher finalement Soul de vice versa. Il y a un truc où les deux films se répondent un peu en miroir. Un peu en contradiction d'ailleurs sur certains éléments, sur certaines visions en fait de la psyché humaine par exemple notamment. C'est-à-dire que vice versa, pour moi, une des grandes forces aussi du film, même si c'était annexe, parce que c'est pas pour ça fondamentalement que j'aime le film, mais ça y contribue, c'est que c'était un film qui était profondément pro
acquis en fait. C'est-à-dire que c'était un film qui repoussait toute notion de inné en fait. C'est-à-dire que tu étais un être en construction et ta psyché se construisait au moment où tu arrivais. Ça, c'est une des problématiques que j'ai avec Saul, qui est justement que la personnalité, et en plus une personnalité très lourde et parfois pas toujours très bienveillante en fait des âmes, sont construites avant que la personnalité naisse. C'est à la fois anecdotique et en même temps ça montre aussi la problématique pour moi d'ambition en fait de Saul. C'est-à-dire que c'est un film que j'aime beaucoup, qui m'a énormément touché sur plein de choses et tout. Et c'est en même temps, et je préfère commencer par ce que j'aime pas pour après chanter les louanges du film, mais c'est aussi un film pour moi qui pêche en fait sur ses ambitions justement. C'est-à-dire que c'est un film qui, je trouve dans son univers, la façon qu'il a de l'exploiter, a les yeux un peu plus gros que le ventre. J'ai pas mal de frustration finalement sur le film, notamment sur un personnage d'antagoniste qui est finalement très peu présent. Alors quand il est là, en plus, il est assez réjouissant. C'est une espèce d'être un des personnages quantiques en fait, mais qui est une espèce de Louis de Funès, on va dire, de l'au-delà. C'est inspiré en fait d'un dessin animé italien. De la Linéa, ouais, oui, la évidemment. Linéa, tout à fait. Alors c'est un truc qu'ils ne citent pas et qu'ils ne veulent pas citer à Pixar. Hein. Mais pourtant c'est tellement évident. Mais par contre ils ne le citent pas du tout. Mais en tout cas voilà. Et lui, en fait, il cite des. Le nom m'échappe, mais en fait, pour eux, leur inspiration, c'est un sculpteur, hein, je crois espagnol, moderne, en fait, qui ne construisait en fait que des silhouettes avec des fils de fer. Et ce qui les a intéressés là-dedans, c'est que vu l'emplacement dans l'espace, quand tu regardes ces sculptures, tu découvres une autre facette en fait des personnalités. Donc c'est pas la Linéa en fait qui cite, c'est ce sculpteur-là. Peut-être que Clémence, tu pourras le retrouver avant qu'on finisse le podcast et que je passe pas pour un concret, un total abruti. Je vois de qui tu parles, mais c'est pareil. Mais en tout cas, bon voilà, et je trouve que voilà, il y a donc sur la globalité de cet univers-là, de tout ce qui construit en fait Pete Docter, moi j'ai quand même pas mal de frustration. C'est-à-dire que on t'expose dans la première demi-heure un univers mais alors énorme, avec beaucoup de règles, avec une richesse assez étonnante, et finalement moi j'ai du mal à trouver ça totalement satisfaisant en fait en sortant du film. Je me dis bon bah voilà, ce personnage-là notamment, bah c'est un peu court. Je trouve aussi que l'évolution de la petite âme en perdition 22 est aussi un petit peu rapidement réglé. Et puis j'ai un autre truc aussi qui pour moi est un peu plus préjudiciable et qui contribue en fait à ce truc sur la constitution en fait des âmes, qui est sur l'humour vis-à-vis des êtres quantiques. C'est-à-dire qu'il te présente cet univers, le grand avant, c'est-à-dire là où les âmes se constituent avant de rejoindre un être terrestre. Il te le présente comme une espèce de grand séminaire un peu kitsch, un peu ridicule. Alors c'est rigolo, hein. Moi j'ai beaucoup souri et tout. Après j'ai pas arrêté de me poser la question. Je me suis dit, mais est-ce que j'aurais dû rire en fait à ce moment-là ? Est-ce que c'est avec ces êtres-là que j'aurais dû rire ? Est-ce que le rire a sa place en fait ici ? Est-ce que le rire tout simplement fait sens ? Est-ce que l'ironie, le décalage à cet endroit-là, pourquoi en fait ? Quelle signification ? Et en fait, alors je le vois au niveau, on va dire, dramaturgie, c'est-à-dire que t'as besoin, surtout à ce moment-là du film, t'as besoin d'un truc qui te relâche, ces personnages aussi, c'est évident que tu vas pouvoir rigoler avec eux, je vais pas dire que c'est facile parce que c'est pas un film qui est facile, Saul, mais voilà, c'est en tout cas. Mais par contre, je comprends pas en fait pourquoi tu rigoles sur ces personnages. C'est un truc qui me dépasse, et surtout, c'est un truc qui pour moi va contre le sens. C'est-à-dire que ça fait partie des éléments des films où quand un artiste s'attaque à des sujets aussi énormes, il doit le faire aussi avec une certaine humilité, ou en tout cas une certaine déférence en fait. Et moi, c'est pas que il casse une chaîne de hiérarchie, des idées ou je sais pas quoi. C'est juste que moi, ça me casse mon trip en fait. C'est que j'ai beaucoup de mal du coup à croire dans son univers. Vas-y, Clémence, est-ce que t'as pas l'impression que le fait qu'il ait voulu mettre de l'humour à ce moment-là, c'était une façon aussi de s'écarter un peu de la question des religions, parce que quand tu poses la question de qu'est-ce qu'il y a avant la vie, non, après justement, la vie, je pense qu'il aurait pu totalement s'absoudre de ça, et je pense que même si tu réfléchis à Saul et que tu essayes dans ta tête de gommer l'humour, ça aurait été complètement absent quand même. Donc je pense pas que ce soit le truc. Et moi, la dernière frustration vis-à-vis de ces ambitions-là, c'est la problématique du deuxième acte. C'est-à-dire que c'est un film qui est
qui est extrêmement structuré, comme la plupart des Pixar. Et il y a un deuxième acte qui est très fort dans son concept, qui pour moi fait écho à ce que Pixar a fait beaucoup de fois depuis le début de leur carrière, c'est-à-dire aussi, et c'est ça qui est génial chez Pete Docter, mais ça je vais appuyer là-dessus quand j'en viendrai aux nombreux points positifs du film, mais aussi réfléchir à qu'est-ce que c'est l'animation. L'exemple le plus littéral de ça, pour moi, c'était dans Ratatouille. C'était le rapport entre le petit rat et le cuistot. Où vraiment, tu avais un rapport de marionnetterie. Et là, quand tu parles de marionnette, tu parles d'animation aussi. Et il y a de ça, en fait, dans ce deuxième acte. Et moi, j'ai eu la sensation dans ce deuxième acte, c'est pareil, j'en suis sorti avec beaucoup de frustration parce que j'ai eu la sensation d'avoir un duo d'êtres terrestres. Alors, j'ose pas trop spoiler. On spoil ou pas dans cet épisode? Moi, je pense qu'il faut. Le film est sorti depuis un moment. D'accord. Donc, j'ai eu la sensation de voir un duo d'êtres terrestres qui sont donc le personnage principal qui lui se retrouve incarné dans un chat, qui accompagne 22, donc l'autre âme en perdition, qui se retrouve incarnée dans son propre corps. Et en gros, t'as un duo comme ça avec le chat qui va guider en fait l'autre dans son propre corps. Et du coup, celui qui est dans le chat va être amené à redécouvrir sa vie avec un regard extérieur et à le guider, à s'auto-guider en quelque sorte. Et l'âme qui n'arrive pas à trouver de valeur à la vie terrestre va, à travers un personnage qui a déjà vécu, qui est au milieu de sa vie, on va dire, va découvrir tout à coup ce que c'est la vie terrestre, en fait, de la façon finalement hyper brute et hyper directe comme ça. Et pour moi, ce concept-là, tu fais un film entier là-dessus. Et quand ça se termine, et surtout qu'il n'y a pas vraiment d'après là-dessus, moi j'ai eu beaucoup de frustration. C'est-à-dire que c'est pareil, ça fait sens, ça fait progresser les personnages et tout, mais je me suis dit, putain, c'est que ça, quoi. J'aurais aimé que ce soit vachement plus développé, j'aurais aimé qu'il soit beaucoup plus présent. Il y a pour moi un goût presque d'inachevé en fait là-dedans. Et donc j'en reviens à ce mot de début qui est sur ambition, qui est oui, je pense que je comprends qu'il ait voulu faire un film comme ça après Vice Versa. Pour moi, ça fait complètement sens. C'est dans la même énergie, c'est dans la même lignée, c'est la même lancée et tout. Encore une fois, je pense que ce sont deux films miroirs. C'est deux films qui gagnent à être étudiés l'un en regard de l'autre et tout. Et c'est la première fois que ça m'arrive chez Pete Docter, je trouve qu'il marque le pas. Je trouve qu'il y a un truc où là, il a un peu les yeux plus gros que le ventre. Après, j'ai autant de points positifs que ça, mais je vais peut-être pas monopoliser la parole, mais par contre, il y a plein de trucs que j'adore dans le film, quoi. Et notamment sur... j'ai juste terminé là-dessus avant de laisser la parole à Steph, mais il y a un truc, par exemple, moi, que j'aime énormément, qui est sur finalement ce que nous dit le film, en fait, de la vie, qui est un truc qui peut sembler... Ce que j'aime beaucoup, c'est que finalement, c'est des notions très complexes, formulées avec une évidence et une simplicité terrassante. Et moi, j'aime beaucoup ça. Et je vais pas étaler mon truc, moi, sur ma vie ou quoi que ce soit, mais j'ai vécu des trucs durs dans ma vie. Et ça m'a énormément touché, en fait, cette réflexion et la façon de faire le truc. Et surtout, et je termine vraiment là-dessus, je vous jure, mais il faut voir évidemment ce qu'il dit là-dessus, mais il faut voir ce qu'il ne dit pas là-dessus. Et ce qui est suggéré, parce qu'il y a un sous-texte aussi. Et le fait qu'ils aient pris le jazz, et là je citerai Pete Docter pour terminer tout le truc, c'est pas un hasard. C'est-à-dire, le jazz, évidemment, et ça c'est dit dans le film, il y a ce truc de chercher à rentrer en symbiose avec le spectateur, mais ça finalement c'est toutes les formes d'art. Mais le truc qui lui a donné l'idée au film à Pete Docter, c'est une anecdote que racontait Herbie Hancock, où Herbie Hancock était sur scène avec Miles Davis au début de sa carrière, donc il y avait énormément de pression. Et Herbie Hancock, à un moment, il a fait une fausse note, mais monumentale, quoi. Et il s'est dit, je suis foutu. Il a eu un instant dans sa tête, il s'est dit, je suis mort, laisse tomber, quoi, ma carrière, elle est morte. Miles Davis, il a rien dit. Il a pris la fausse note, il a commencé à improviser autour de la fausse note, il a fait un truc merveilleux autour de la fausse note. Et en fait, Pete Docter, il s'est dit, mais c'est la vie, en fait, ça. C'est-à-dire que si toi, tu continues à être en conflit avec ta vie, à essayer de machin, tu vas jamais y arriver, quoi. Par contre, tu prends ce qu'il y a, t'essayes de voir ce qu'il y a de bien là, puis t'essayes de construire autour, quoi. Et moi, j'adore ce que le film dit là-dessus. Et là, pour le coup, je trouve qu'il le dit bien, avec beaucoup de délicatesse et énormément de finesse, quoi. Voilà. Merci. Très long, je suis désolé. Mais c'est très bien. Garde-en pour la suite. De toute façon, on va revenir à toi, mais on va d'abord passer à Stéphane. Moi, j'ai adoré le film, hein, vraiment. Hein. Mais parce que peut-être je reviens aussi de pas de loin avec Pete Docter, parce que ce serait pas vrai. C'est quelqu'un d'extrêmement talentueux, mais de tout le pool Pixar en fait initial, c'est celui en fait qui à la fois me touche le plus.
C'est-à-dire parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement fort en fait d'un point de vue émotionnel, mais qui en fait que je trouve le moins finalement virtuose de tous. Et c'est de moins en moins vrai en fait finalement quand je regarde ces films. Et c'est vrai, hein, c'est un film jumeau avec vice versa. Et quand j'utilisais le terme de concept, c'est que en fait voilà, c'est un film qui jongle avec énormément de concepts. Cette notion, enfin Julien en a très bien parlé de tout ça, mais ces notions justement en fait de renvoyer la théorie à la pratique. Ce qui est quand même aussi un des points du film en fait, c'est-à-dire on peut t'apprendre les choses, on peut te dire tu sais ça va être ça, tu vas le séminaire You là, c'est ça en fait, le You séminaire c'est en fait tu sais si tu vas aller dans ta vie, il va se passer ci, tu vas faire ça, etc. et ça c'est la théorie en fait de ce qu'on te dit, mais le personnage n'est pas intéressé par cette théorie là. En fait finalement elle se rend compte que l'apprentissage en soi c'est pas ça qui l'intéressait vraiment, ce qui l'intéresse c'est de l'expérimenter quoi. Donc ça c'est un concept assez simple finalement à expliquer hein, dans l'absolu parce que c'est pas non plus extrêmement nouveau, mais en fait, tous ces concepts qui sont jonglés, il faut pas oublier qu'on est en train de regarder un film pour enfants à la base. Je pense qu'il a depuis longtemps dépassé ces considérations-là. En fait. On peut dire, en tout cas, pour moi, on peut dire qu'il l'a dépassé avec, avec vice versa sûr et certain, parce qu'en fait, on parle de choses que globalement les enfants, si tu leur expliques, vice versa parle énormément. Mais ça m'étonne pas, c'est pas le problème. C'est pas ce que je dis justement, c'est l'inverse. Tu vois, ce que je dis, c'est que justement, si tu réfléchis à ces concepts-là et que la façon dont on va en parler, si tu veux, on va commencer à rentrer dans des considérations éventuellement philosophiques, si tu veux, qui vont complètement dépasser les enfants. Et le truc, c'est que par contre, les enfants expérimentent le film. Et de la même manière, Saul, je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense que, comme tu l'as dit, en fait, l'espèce d'échange de corps, en fait, c'est un concept de comédie qui existe déjà depuis un moment, hein, qui a été fait plusieurs fois. Il y a une comédie avec Steve Martin qui existe. Moi, je me suis même dit que ça allait être ça, ils allaient se retrouver dans le même corps. À un moment donné, en fait, il y a une comédie qui s'appelle, en français, c'est Solo pour deux, où Steve Martin se retrouve dans le même corps que Lily Tomlin, et du coup en fait si tu veux c'est Steve Martin, donc il est absolument génial, il part dans tous les sens parce qu'elle essaye de partir à gauche, lui essaye de partir à droite et ils s'entendent pas du tout. Moi je pensais que ça serait ça. Enfin voilà, donc ça c'est des concepts de comédie qui existent, mais je pense que c'est des concepts de comédie qui sont utilisés justement pour que les gosses se retrouvent complètement là-dedans en fait dans l'échange entre les personnages quoi. Au-delà effectivement du fait que d'un seul coup, il faut que le type sorte un petit peu de son corps à lui pour arriver à voir en fait ce qu'il est en train de perdre, en fait, ce qu'il est en train de gâcher, quoi. C'est prendre du recul pour avoir conscience de sa vie. Et tu voulais dire quelque chose? Ouais. Je vais te laisser finir. Ouais. Non, mais le truc, si tu veux, c'est je vais essayer de faire court aussi, mais en fait, le truc, j'essaie de faire plus court, je veux dire. Mais ce que j'aime aussi dans la logique de concept, c'est que j'aime aussi cette notion. Moi, je me suis dit, tu vois, de la même manière que tu dis, on peut faire un concept entier sur cette truc de comédie. Bah, moi, je pense qu'on aurait pu faire un film entier sur l'au-delà. Et pas l'au-delà. Oui, pour moi, c'est pas ce que j'appellerais l'au-delà en fait dans le film. C'est-à-dire que en fait, ce que j'ai déjà apprécié d'entrée de jeu, c'est qu'il n'y a pas de questionnement sur la religion, justement. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, tu as des images clés. C'est-à-dire que tu vas monter vers l'au-delà parce que tu as un escalator avec les âmes qui y vont, mais on ne te dit pas ce qu'il y a derrière. Quand il pose la question est-ce que je suis en enfer ou est-ce que je suis au paradis, c'est limite, en fait, les autres personnages ne répondent même pas sur le fait que ça puisse exister ou pas. Donc, tous ces trucs-là, en fait, ça c'est dépassé. Et mine de rien, ça, je trouve ça hyper culotté. Enfin, c'est à la fois cohérent, je trouve, mais hyper culotté parce que pour le coup, c'est des concepts que les enfants peuvent comprendre très facilement. Tu vois, le paradis et l'enfer. Et justement, en fait, ça, c'est pas une facilité qui s'accorde. Donc, je pense que pareil, les gosses peuvent être perdus là-dedans. Et moi, je pense que dans cette logique où tu disais, voilà, il y a quelque chose de préétabli, bah, je pense que le film dit le contraire, justement, subtilement. C'est-à-dire qu'il te dit oui, en fait, en gros, si tu veux, il te manquera une case, tu as une personnalité éventuellement définie, mais il te dit pas que tu peux pas changer en fait cette logique-là, puisque c'est exactement ce qui arrive au personnage principal. Et que justement, en fait, cette façon en fait de percevoir sa vie, de pas être satisfait, tu vois, parce qu'il attend tellement quelque chose, qui finalement, en fait, il a fantasmé une émotion qu'il allait avoir. En fait, il a fantasmé un moment clé de sa vie qui allait changer. En fait, se rendre compte que justement c'était pas ça c'est pas la même chose. Mais toi, ce que j'entends du coup, Stéphane, c'est que tu vois une remise en question en fait du monde d'avant, en fait, du grand avant, je sais plus comment il l'appelle en fait. Le grand avant. Le grand avant, et tu vois une mise en question du grand avant dans le film. En fait, c'est une mauvaise compréhension de ce que c'est. C'est-à-dire à un moment donné, t'as un des personnages qui arrive et qui dit mais vous les grands mentors là. Oui, mais ça c'est sur la dernière case. C'est pas sur la personnalité. Moi, je parlais vraiment spécifiquement de la personnalité.
Moi, je pense que la problématique de la personnalité, c'est que oui, tu peux te poser la question philosophiquement, mais après, le vrai truc, c'est que le film, il pose une question. En fait, il faut accepter d'entrée de jeu un truc. Alors, l'âme existe. L'âme existe. Il y a quelque chose à savoir, c'est que sur le plan purement psychologique, les enfants naissent avec un certain tempérament. Et après, évidemment, alors, déjà, c'est hyper discutable, mais je pense que c'est anecdotique, en fait. Ça, hein. Moi, j'ai branché sur l'Inelaki parce que ça me semble intéressant, en fait, de voir... parce que pour moi, ça m'avait énormément surpris, en fait, dans Vice Versa. Il y a très peu de films, en fait, même de gens qui partent de ce principe-là. Et après, la question de l'inné et de l'acquis, ça se discute. Hein. T'as aucune vérité scientifique là-dessus. Et en plus, tu peux totalement dire... parce qu'il y a beaucoup de gens qui te sortent cette ânerie de se dire ah non, mais il a 1 mois, et à déjà 1 mois, on voit sa personnalité. Sauf qu'un enfant, il n'a pas 1 mois. Ça fait 9 mois qu'il est déjà dans le ventre, et quand il est dans le ventre, la personnalité se construit selon les conditions. Enfin bref, c'est en épilogue, et c'est pas finalement très important, je pense, dans le film. Encore une fois, je veux pas focaliser l'attention là-dessus, parce que je pense qu'on a d'autres trucs à dire. Mais vas-y, Clémence. Non, mais c'est vrai que il y a cette question alors du tempérament. J'ai pas parlé de personnalité. Je pense que la personnalité se construit au fur et à mesure de tes expériences et de ton vécu, mais ton tempérament peut être une composante qui va orienter de base. C'est très discutable, mais bon, peu importe. Après, revenons-en à nos moutons. Non, mais après, moi, je pense qu'au contraire, c'est une conversation intéressante parce que je pense que le film joue avec ces concepts-là. C'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment où tu définis en fait un film dans lequel les âmes existent, tu vois, ce qui est quand même un truc où en fait c'est un concept philosophique à la limite de la poésie en fait. Hein. C'est-à-dire, tu vois, on est dans une espèce de logique où on se dit voilà, c'est-à-dire, il part du principe que la résurrection existe, tu vois. Ce qui est aussi discutable, tu vois. Tout est discutable, en fait, si tu veux, dans ce qu'il avance. Mais en fait, en gros, si tu veux, il a le mérite de présenter quelque chose qui sort, en fait, justement, en fait, des acquis de l'expérience. C'est-à-dire que la religion, ce genre de choses, etc., ce qu'on va t'avancer sur Terre, tu vois, en fait, ce qu'on va te dire qui est entre guillemets vrai, c'est-à-dire, donc, si c'est la religion chrétienne, tu vois, c'est le Messie, tous ces trucs-là, etc., etc. Mais en fait, lui, il les balaie complètement. Non seulement parce qu'il est dans une logique, en fait, si tu veux, de presque individuel, quoi. Oui, totalement. Mais non seulement ça, Steph, mais en plus, il va plus loin que ça. C'est-à-dire que les seuls êtres spirituels finalement du film, c'est une espèce de beatniks qui sont présentés d'ailleurs comme ça, qui sont eux capables, par contre, de naviguer entre les deux univers. Oui, c'est mais ça, tu vois, moi, je trouve ça hyper culotté. Alors, c'est culotté, c'est un autre concept aussi, mais c'est pas. En fait, c'est culotté, mais moi, je comprends d'où ça vient aussi, ce genre de logique. C'est-à-dire que, en gros, si tu veux, il y a tous ces trucs en fait sur la transcendance. La méditation, tous ces trucs-là, et le fait de... Alors évidemment, eux, pour raccrocher, on va dire, au récit, justement, ils mettent ça dans la case de qu'est-ce que tu vas trouver pour faire en sorte que ta vie soit, comment dire, ait un sens, tu vois, ok. Et quel est le truc que tu aimes faire, si tu veux. Donc il y a ce type qui fait carrément une espèce de danse en fait au milieu de la rue et qui avec un panneau, quoi, tu vois, et super. Voilà, ce qui est assez marrant. Mais c'est pareil en fait. Bon, après moi il y a tous ces trucs là et il y a un autre truc dont on n'a pas parlé. J'ai du mal. Je pense que c'est subtil. Alors, peut-être moi qui me fait un film là-dessus, quoi. Mais il y a cette problématique en fait qu'effectivement c'est un film que tu aurais voulu voir en salle. Et je pense que déjà en fait ça teinte quand même une vision du film. C'est-à-dire que en fait en gros Pixar ça fait 25 ans que ça sort en salle. Là pour la première fois tout le monde va le découvrir, enfin 99,9% des gens vont le découvrir en fait sur Disney+, comme le film de la semaine, comme peut-être la semaine d'avant il y avait un épisode de Mandalorian et la semaine suivante il y aura un épisode de WandaVision ou je sais pas quoi. Donc c'est vraiment, ça devient un contenu. Et je pense que déjà il y a une perception, alors c'est bien que ça sorte à Noël, c'est bien qu'il y ait ce genre de truc, mais en gros j'ai du mal à croire en fait que le film n'est pas conscient de ça aussi à certains endroits. Pas dans ce qu'il raconte, mais par exemple, si tu veux, les fausses notes de jazz, si tu veux, sur le truc Disney au début. Mais c'est clair. C'est pour moi en fait c'est une manière, c'est-à-dire jouer la cacophonie du logo Disney, si tu veux, au tout début. Pour moi, c'est une évidence, c'est une critique évidente en fait. Si tu veux, c'est une manière une pique. Le fait qu'ils aient gardé à la toute fin du générique. Le gag habituel du personnage justement du méchant de l'antagoniste qui arrive, c'est pas vraiment un méchant mais un antagoniste qui arrive et qui on dit mais rentrez chez vous c'est fini, alors qu'en fait on est chez nous. Tu vois, je pense que c'est une manière de dire on aurait aimé que ça sorte en salle, quoi. C'est garder cette logique là et alors moi je pense qu'il y a ce truc qui pour le coup était en germe dans le récit avant, parce que
les Pete Docter, qui ont quand même grandi en tant que cinéaste en fait chez Pixar, sont pas stupides. Ils savent ce qui est en train de se passer avec Disney en ce moment. Ils savent que en fait, si tu veux, eux, ils ont le mérite de pouvoir faire un film comme ça aujourd'hui, mais pour combien de temps encore, quoi. La possibilité. C'est ce moment où il y a cette âme noire en fait qui se retrouve perdue et qui en fait est un trader de Wall Street. C'est génial. Qui est bloqué sur ses chiffres et qui est bloqué sur son truc. Enfin, s'il n'est pas en train de citer un exécutif de Disney, je sais pas qui il est en train de citer, quoi. Tu vois, c'est non mais c'est-à-dire que je pense que c'est plus large que ça. C'est plus large que ça. Mais pour moi, en fait, c'était tellement évident parce qu'en fait, c'est quoi le mot clé déjà? Il a un mot en fait. C'est I'm gonna trade. C'est les profits. Non, c'est profit. C'est pas ça. Parce que moi, je l'ai vu en VF avec mes petits. Ah, moi, j'ai vu la version anglaise. Ouais. Et je crois qu'il dit profit. Hein. Je crois que c'est une obsession comme ça. Voilà. Et en fait, l'idée, il reste la même. Donc, juste pour expliquer aux personnes qui n'ont pas vu et qui suivent quand même. Oui, parce que c'est vrai que c'est les âmes en perdition. Il y a des âmes en perdition qui sont obsédées par un sujet en particulier et qui deviennent des espèces de monstres très sombres et qui ne sont centrés que sur une idée et une seule et qui peut être n'importe quoi. C'est-à-dire que le personnage principal aurait pu devenir une âme en perdition, c'est-à-dire avoir une obsession sur laquelle il est fixé et qui ne voit pas passer sa vie à côté parce qu'il est fixé uniquement sur cette obsession et qu'il veut vraiment y aller. Sauf que effectivement, donc non seulement tu as des personnages plus de beatnik avec un grand sigle Peace pour amarrer leur navire en fait qui lancent comme ça et tout, et donc eux c'est les positifs et donc le négatif comme par hasard c'est un trader de Wall Street et effectivement il y a pour moi, c'est pas, tu choisis pas des exemples comme ça au hasard, surtout quand t'as un mec comme Pete Docter. Et je suis complètement d'accord avec Stéphane. Alors moi, je vois pas ça comme un truc sur la sortie salle, parce que mon avis, c'était déjà présent. Salle, je pense que c'est Disney de base. Mais sur les fausses notes au début, ils jouent du jazz et ils font des fausses notes. Donc je vous renvoie encore une fois au truc de début, c'est-à-dire que Pete Docter, il essaye de créer quelque chose dans le contexte qui est là et pour avoir fait la journée presse en fait du truc, ce qui était marrant, c'est que t'avais notamment t'avais le fantôme de John Lasseter qui planait sur tout le truc, quoi. C'est-à-dire que le truc sur l'art inspire la technologie inspire l'art. Maintenant ils te disent plus, c'est John Lasseter qui le dit, mais ils le disent tout le temps et ils font référence à la façon dont ils travaillaient et tout auparavant. Et puis tu vois très bien dans cette façon de concevoir, de réfléchir à un film, qu'ils sont totalement en porte-à-faux par rapport à ce que en train de faire leur maison mère, quoi. Donc oui, effectivement, je pense que Stéphane, je le rejoins complètement là-dessus. À mon avis, il y a des petites piques qui sont cachées dans ce coin-là, quoi. Ouais, et puis voilà, donc en fait, c'est pareil, bon, ça c'est une lecture d'adulte, on va dire, hein, et une lecture contextuelle, on va dire aussi, parce que mine de rien, sans parler encore une fois que du fait que ça ne sorte, et ça c'est vraiment dommage en fait, que ça sorte pas en salle, quoi. Apparemment, c'est censé sortir en salle dans les pays où les cinémas sont ouverts, mais dans les pays où ce n'est pas dispo sur plateforme. Dans les pays où il n'y a pas Disney+. Ouais, d'accord, c'est ça. Et oui, donc nous déjà on était feintés, quoi. Mais au-delà de ça, oui, c'est effectivement c'est la façon dont Disney gère. On en a parlé dans l'épisode sur Mulan, mais c'est la façon dont l'épisode. Merci Julien. Désolé. Coupe les téléphones. Mais non, mais c'est pour féliciter Stéphane. Ah, bravo. Non, mais voilà. Et donc oui, après. Oh putain, je suis très content, je suis très satisfait de toi, Stéphane. On va y arriver. Mais oui, voilà. Donc moi, en fait, quand je disais concept, en fait, il y avait, alors, au-delà de ce qu'on a dit sur Disney et sur la Pixar et sur vraiment l'idée de se faire, je pense une crainte quand même de se faire avaler, mine de rien, quoi. Parce que il faut dire ce qu'il y a aussi avec Pixar, c'est-à-dire que pour un Pete Docter qui fait Vice Versa, qui fait Soul, il y a et c'est un génie, le mec, moi j'adore le film en plus, il y a comment il s'appelle, Brad Bird, qui est obligé quelque part de faire Les Indestructibles 2, et moi j'adore le film, je trouve que c'est un chef-d'œuvre, mais et c'est heureusement que c'est Brad Bird qui le fait, quoi. Mais disons qu'en fait c'est des films qui sont alors qu'à une époque justement il n'y avait pas de logique de faire de suite chez Pixar, c'est des films en dehors peut-être des Toy Story, c'était peut-être les seuls où ils s'autorisaient ça, là d'un seul coup il faut faire des suites à Monstres et compagnie, enfin une préquelle en l'occurrence, il faut faire des suites à, tu vois, Monstres et compagnie, ça quoi, ça 6 ans déjà, 6-7 ans, oui, mais c'est là où tu te rends compte qu'en fait il y a une façon de Cars, tu vois, ce genre de choses, en fait, d'absorber en gros, si tu veux, une mentalité en fait et l'assimiler à ce que eux font en fait de manière générale. Et là évidemment c'est en train
d'évoluer et prendre d'autres proportions, quoi, dont on sait même pas vraiment où on va, hein, en vrai. Encore une fois, moi, je veux dire, découvrir des Pixar à la télé maintenant, ça me fait chier, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, voilà. Mais quand je revenais sur l'histoire de concept, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, jongler avec autant de concepts complexes. Poser des questions sans vraiment donner totalement des réponses non plus, hein. C'est ça qui est vachement bien, moi, je trouve, dans le film. C'est-à-dire que finalement, il se concentre sur un personnage, hein, deux personnages en l'occurrence, si tu veux, 22 et le personnage de Joe. Mais le truc, c'est que si tu veux, pour moi, il donne pas de réponse sur le reste, sur le sens de la vie, en vrai. Tu vois, donc c'est aussi ça. C'est pas hyper, tu vois. Je suis pas tout à fait d'accord là-dessus, même. Moi, je pense que c'est tellement individualisé, finalement, que en fait ça ne pousse que à la logique de chercher ce que toi tu veux dans ta vie, tu vois. Mais de toute façon, est-ce que son rôle, c'est pas de nous donner des réponses, c'est peut-être de nous faire simplement nous poser des questions. Moi, je pense que c'est ça, ouais. Et c'est ça, c'est les meilleurs films. Pour moi, c'est les films justement que tu peux revoir et revoir, en fait. C'est-à-dire que c'est des films qui, disons que si tu veux, votre petit débat sur, tu vois, le tempérament et sur, voilà. En fait, ni l'un ni l'autre n'avait vraiment totalement la réponse, en fait, si tu veux, scientifique, démontrée par A plus B sur, tu vois, je pense, hein, je sais pas, je me trompe peut-être, hein, je vois que tu faudrait que je replonge dans mes cours de psycho. Ouais, voilà, mais le truc, si tu veux, c'est que par contre, en fait, si tu veux, le débat est intéressant et surtout, les pistes sont intéressantes parce que plus on évolue, en fait, dans l'histoire de l'humanité et plus on cherche justement à trouver, en fait, pas le sens de la vie, j'ai envie de dire, mais le fonctionnement justement de la nature humaine, de l'être humain, quoi. Donc, puisqu'il faut pas oublier, ce qui est intéressant, c'est que là, nous, on en parle en tant qu'adultes, mais c'est un film qui s'adresse d'abord à des enfants. Et faire passer ces notions-là, qui sont quand même assez lourdes. Hein. Il l'a dit dans une interview je crois que c'était au Los Angeles Times, docteur, qu'il s'est vraiment intéressé à des concepts philosophiques comme l'essentialisme, le nihilisme, l'existentialisme, et comment rendre ça accessible à un jeune public. Bon, il le dit très bien, la clé, c'est de rendre les choses, le design plein de couleurs et amusant à regarder. Bon, a priori, ça, c'est plutôt réussi. Mais est-ce que le message derrière est passé ? Est-ce que vos enfants ont vu le film ? Moi, mes petits, ils ont vu. Après, j'ai pas eu trop de temps d'en parler avec eux. Mais oui, j'ai pas l'impression qu'ils aient été perdus ou quoi que ce soit. Après, ce qui est déjà une énorme force, en fait, parce qu'il faut y arriver, quand même. C'est pas une question. En fait, le film est, oui, un peu sur le sens de la vie, mais c'est surtout sur les pièges de la vie, en fait. C'est là, à mon avis, où il donne plus des réponses, quoi. Et c'est là où le personnage principal est vachement intéressant parce qu'il est pas. Il est entre deux. Puis surtout, tu comprends en fait son rêve. Tu comprends son aspiration à vouloir percer, à pas vouloir rester là-dedans et tout. Et là, moi, encore une fois, je reste sur mon truc de trop peu sur beaucoup de choses, de choses qui sont inabouties, d'un film qui n'explore pas toutes les pistes qu'il pose et tout. Mais par contre, c'est vrai qu'il laisse en suspens, il arrête certaines pistes en cours de route, et je trouve qu'il a raison de le faire. Et je trouve que, par exemple, tu vois pas dans quel être 22 va se réincarner. N'importe quel blaireau, t'aurais fait un petit bébé en Chine, j'en sais rien, moi, tu vois, avec une famille heureuse autour et tout. Bah non, là, tu le vois pas. Et moi, j'aime beaucoup aussi le fait que il n'y ait pas de suite, en fait, avec l'école. C'est-à-dire qu'il y a cette petite gamine qui aime beaucoup jouer de la musique et tout, mais finalement, il va pas jusqu'à trop travailler ça, en fait. Et c'est vrai qu'il en a pas besoin, en fait. Alors que c'est quelque chose qui est posé au début, qui a beaucoup de poids, qui est très lourd. Et là, pour le coup, je trouve que c'est assez délicat. Après, je pense, encore une fois, les pièges de la vie, ce qu'il faut pas faire, je trouve que le film est assez carré, il y a quand même un discours vraiment bien posé, qui est quand même bien présent, avec cette métaphore que lui sort la saxophoniste sur le petit poisson dans l'océan et tout, qui fait sens, quoi, qui est bien là et tout. Bon, si tu comprends pas ça... Enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression que la problématique, c'est pas de comprendre ça. Moi, je vais juste pour boucler vraiment sur cette logique-là, c'est vraiment en fait de me dire que c'est un film qui traite en fait de tous ces sujets-là et en fait que tu peux, à mon avis, revoir à l'âge de 10, 15, 20, 30, 50 ans et en fait le voir différemment à chaque fois. Et c'est ça en fait pour moi c'est la force de ce film-là. C'est-à-dire c'est en ça en fait où je projette déjà que ma prochaine vision en fait je suis sûr qu'en fait je capterai des choses qui ont rien à voir avec la première, quoi. Tout simplement parce que justement c'est un film ouvert. Tout comme vice versa. Comme vice versa, ouais, tout à fait. Mais moins fort. Faut dire un truc de Monterrier quand même, on n'a pas parlé de Monterrier, c'est le petit cours, il y a toujours un cours chez Pixar avant. Et là il y en a un encore, il faut le voir. Moi je trouve ça bien, si vous faites la séance de sol, lancez-vous Monterrier juste avant.
Il y a des petits making-of en plus et tout sur Disney+. Et c'est pas du tout un petit court-métrage révolutionnaire, c'est un court qui a un look d'animation très traditionnel, avec des espèces de pastels, un rendu assez crayonné avec un trait qui vibre comme ça. Et ça va pas péter très haut, Monterrier, mais c'est vachement agréable à regarder. Il y a un super bon esprit, c'est hyper bien découpé, je trouve aussi, avec un principe de mise en scène vraiment intéressant, vous verrez. Et c'est sympa, quoi. Je trouve que ça met dans l'ambiance, en fait. Ça aide à faire de votre séance de Saul autre chose qu'une séance chez vous devant un film, quoi. Donc voilà, Monterrier juste avant, ça aide, en fait. Voilà, c'est comme quand on allait au cinéma, ça vous met dans le mood. C'est un petit amuse-bouche avant le plat principal. Ça permet de se préparer gentiment. Donc pour résumer, bon. Pour une fois, on est plutôt tous d'accord. Hein. Saul et Monterrier avant le dernier Pixar. On y va. Si on a la chance d'avoir un abonnement à Disney+, on le regarde. Et vous en pensez quoi ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous l'avez vu ? Est-ce que ça vous a plu ? Ou est-ce que, au contraire, toutes ces notions très abstraites, ça ne vous plaît pas du tout ? Donnez-nous. Est-ce que vous avez aimé mon petit bruit de klaxon aussi ? Ils peuvent peut-être répondre là-dessus. Ah bah ça, peut-être qu'on va le vouloir pour tous les prochains épisodes. Hein. Donnez-nous votre avis sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. On les diffusera dans le prochain épisode. Dans la dernière émission, on parlait de Manque. Alors, Alain, ils en ont pensé quoi, nos auditeurs ? Oui, salut à tous. Donc, Manque, j'ai été un peu déconcerté par vos avis mi-figue, mi-raisin, comme dirait Yannick. Moi, n'étant pas un initié au cinéma des années 30, j'ai pas été du tout gêné par ça. Plus les ponts avec la période actuelle sont quand même assez réjouissants. Mais franchement, et puis au niveau de l'émotion, je trouve que vous avez peut-être été un peu blasé, peut-être, je sais pas. Ou alors vous connaissez trop la période et vous avez sous-estimé les gens qui ne la connaissent pas. Alors à propos de ce Manque de Fincher, je dois dire c'est très décevant, très ennuyeux, très nombriliste. Même Gary Oldman en fait trop. C'est dommage, je l'attendais avec hâte, mais le résultat final n'est pas à la hauteur des attentes ni du talent des gens impliqués dans ce projet. Je vous ai trouvé très dur sur Manque pour la plupart. Moi, vis-à-vis d'un film, ma porte d'entrée émotionnelle, c'est sa mise en scène et son montage. Alors avec Manque, j'ai eu aucun problème, d'autant plus si on ajoute la performance de Gary Oldman que j'ai trouvé très touchant. J'ai beaucoup aimé votre podcast sur Manque, je suis globalement d'accord avec vous. J'ajouterais que, en fait, je pense que ce qui manque au film, en fait, c'est quelque chose sur la fragilité de l'artiste. Ça me semble compliqué de faire un film sur le processus de création où il n'y a jamais la fragilité du créateur qui elle-même est remise en cause. Dans le podcast, j'ai beaucoup aimé les interventions de Rafik Djoumi pour défendre le propos du film, et notamment son lien avec The Social Network. Et c'est ce propos et ce lien qu'on peut dresser avec notre époque qui m'a sauté aux yeux, et qui font que Manque est un de mes Fincher préférés avec Fight Club et The Social Network. Maintenant, je compare avec Aviator de Scorsese, qui parle un peu de la même période, un peu du même sujet, mais qui arrive à toujours être sûr de donner aux spectateurs l'info dont ils ont. C'est pas forcément dans la manière dont le personnage de Gary Oldman est écrit, mais c'est plus dans la manière dont Fincher lui-même a conçu, fabriqué et pensé le projet. Il y a une absolue certitude, en fait, de sa position en tant que metteur en scène sur tous ses partis pris, qui est presque dissonant, en fait, finalement, cette dimension-là qui aurait dû donner de l'humanité en plus au personnage du film. Il faut connaître qu'on est en présence d'un bel objet, il y a une photo magnifique, un montage intéressant, c'est techniquement très impressionnant. Mais c'est une coquille vide, quoi. Si on m'avait dit, dans 20 ans, tu verrais le dernier film de David Fincher à la télé, en noir et blanc, et tu t'emmerderais sec pendant 2 bonnes heures, j'aurais pas signé. Ça, le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Julien. Merci Clémence. Merci Stéphane. Merci Clémence. Et merci Alain. Pour suivre les prochains épisodes, rendez-vous sur Acast, SoundCloud, Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. On dit un grand merci à tous nos auditeurs et puis merci aux tipeurs. Ce projet existe grâce à toutes les personnes qui contribuent sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour nous soutenir, ce n'est pas tout, vous pouvez aussi nous relayer sur vos réseaux sociaux préférés. On est présent sur Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Parlez de nous à vos amis et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. On se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à vendredi prochain.
Restez pas là, y'a rien à voir, dégagez!